Jeudi 1er août 2023, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de l'information. À la une de cette édition, nous nous intéresserons à la sécurité routière avec le démarrage ce lundi sur toute l'étendue du territoire national de l'opération Feu Tricolore qui vise à sensibiliser les usagers de la route au respect des droits routiers. On y revient dans un instant. Au menu, nous ferons un focus sur l'importance de l'allaitement maternel qui est célébré la première semaine du mois d'août. Quelle est l'importance de cette pratique? Les précisions à suivre dans ce journal. Hors de nos frontières au Niger, la France a entamé l'opération de rapatriement de ses ressortissants du pays. Cet après-midi, déjà 2 avions de l'armée de l'air française sur les 3 annoncés ont atterri à l'aéroport de Niamey pour l'évacuation. Et puis suite à l'audition de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ce lundi, accusé d'avoir volé un téléphone portable et d'avoir appelé à l'insurrection. Son parti, le PASTEF, a été dissous par les autorités du pays. Voici pour l'essentiel de l'actualité, place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Au Togo, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, revalorisé à 52 000 contre 35 000 auparavant, est entré en vigueur depuis janvier 2023. Cette augmentation permet au pays d'occuper la 3e position dans le classement de la zone UEMOA. Les détails avec Bernard Quinvy. Dans la perspective globale de lutte contre l'extrême pauvreté au Togo, les autorités du pays ont depuis le 1er janvier dernier fait passer le salaire minimum interprofessionnel garanti de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA. Cette augmentation fait classer le Togo à la 3e position relative au niveau du salaire minimum dans les pays de l'UEMOA. En effet, selon un récent classement du site d'information financière Sika Finance, le Togo est à la 3e position après la Côte d'Ivoire qui est à 75 500 francs CFA et le Sénégal avec un salaire minimum de 64 233 francs CFA. En élargissant le classement sur tous les pays qui utilisent le franc CFA, à savoir la zone UEMOA et la CEMAC, le Togo est à la 8e position sur un total de 13 pays. Même si cette amélioration du SMIG est reconnue sur le plan international, le défi des autorités togolaises est de s'assurer de l'effectivité de la prise en compte de cette augmentation qui plus ou moins vise à renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. Le secteur des télécommunications au Togo est en plein essor. Dans ce contexte, il est important de réfléchir à des méthodes de régulation adaptées au Togo et dans la sous-région. Harold Minson-Ato nous en dit plus. Le Togo, comme ses pays voisins, recherche des moyens efficaces pour minimiser les tarifs des communications régionales, pour améliorer la qualité des services et explore des possibilités d'intégration de l'intelligence artificielle dans les mécanismes de régulation. Dans ce contexte, les chiffres donnés par l'ARCEP pour le Togo sont exemplaires. En effet, on constate une baisse marquée des tarifs des services mobiles de 67% et d'Internet fixe de 64% en moyenne. Ces statistiques traduisent l'émergence d'une dynamique positive qui impacte déjà le paysage des télécommunications dans le pays et la sous-région. Malgré ces chiffres encourageants, la qualité des services fournis laisse encore à désirer. Face à ce problème, l'ARCEP envisage, comme diverses autorités régulatrices, l'utilisation de la technologie et l'intelligence artificielle dans le processus de régulation. Seulement, cette solution nécessitera sûrement plusieurs années, car l'utilisation de l'intelligence artificielle soulève la question de la protection des données privées des utilisateurs. Afin d'atteindre les objectifs fixés, l'ARCEP doit poursuivre ses actions à l'échelle nationale, tout en collaborant avec les autorités de la sous-région. Sécurité routière à présent, démarrée ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. L'opération Feu Tricolore vise à sensibiliser les usagers de la route au respect des feux de signalisation en vue de réduire les accidents et les pertes en vies humaines sur nos voies. Reportage. Respecter les feux tricolores ne veut pas dire qu'on n'est pas pressé. Violer les feux tricolores ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que ceux qui s'arrêtent. Il s'agit des propos du ministre de la Sécurité et de la Protection civile suite au constat selon lequel le non-respect des feux tricolores figure parmi les 5 principales causes des accidents. Face à la situation et avec pour objectif de réduire les chiffres alarmants des accidents de la route et protéger les usagers, l'autorité a lancé ce lundi et sur toute l'étendue du territoire
l'opération dénommée Feu tricolore. Cette dernière consiste dans un premier temps à sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité de respecter les feux tricolores et en deuxième lieu, sanctionner les personnes qui ne se conforment pas aux règles. La sécurité routière étant l'affaire de tous, cette opération représente, selon le ministre, une étape importante dans la construction d'un réseau routier plus sûr et plus responsable. Les agents des forces de défense et de sécurité ne sont pas épargnés par les sanctions puisqu'ils font également partie des usagers de la route. Par ailleurs, il faut noter que les sanctions ne s'appliquent pas exclusivement en cas de non-respect des feux tricolores, mais aussi à d'autres cas, comme par exemple le fait de conduire une moto sans rétroviseur. Venons-en à la santé. La semaine du 1er au 7 août de chaque année est entièrement dédiée à la thématique de l'allaitement maternel. Cette semaine, elle est célébrée dans 170 pays à travers le monde, dont le Togo. Nous vous rappelons dans ce récit l'importance de cette pratique. Allaiter son enfant au lait maternel, c'est le moyen naturel d'alimentation du nourrisson recommandé. Validé par l'OMS et l'UNICEF, c'est d'ailleurs ce qui se fait habituellement s'il n'y a pas de complications notées au niveau de la mère. Compte tenu de l'importance de cette pratique, l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel a dédié toute une semaine, commençons par la journée du 1er août, comme semaine mondiale d'allaitement maternel. Les sujets directement concernés par cette semaine sont donc les mères et les nouveau-nés. Les mères, durant cette semaine, sont sensibilisées sur les intérêts et la pratique en elle-même et encouragées à l'observer. Selon l'OMS, l'âge normal recommandé pour l'arrêt définitif de l'allaitement chez un enfant est de 2 ans au mois, précédé d'un sevrage progressif à compter du 6e mois. Ce qu'il faut savoir et qui est important, c'est que l'allaitement procure un bien indescriptible aux nourrissons comme aux mères. Chez l'enfant, son avantage, entre autres, est qu'il diminue les risques de maladies infantiles et prévient les allergies primaires. Il peut arriver parfois que pour des raisons de santé justifiées par les spécialistes de la question, le sevrage intervienne de façon prématurée chez certains enfants. Mais tant qu'il n'y a pas de bonne raison pour que cela se fasse, il n'y a donc pas question de le faire. Le lait maternel est obligatoire dans ce cas. Et place à l'actualité internationale. Une intervention militaire au Niger est possible selon la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, si les putschistes refusent de rétablir Bazoum dans ses fonctions. Cependant, les réalités du terrain réduisent les chances de cette intervention. Au nombre de ces réalités, la position des populations. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé d'intervenir militairement au Niger si au bout d'une semaine, la junte refuse de laisser le pouvoir pour établir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Selon le protocole additionnel de la CEDEAO, cette intervention est possible, comme ce fut le cas en 1990 au Libéria, en Sierra Leone en 1995, en Guinée-Bissau en 1998 et en Côte d'Ivoire en 2000 et même au Mali en 2013. Cependant, ce qui paralyserait une intervention militaire dans les pays souffrant d'un désordre constitutionnel, c'est que la population se réjouit du renversement des régimes et soutient les putschistes. Et c'est cette même population qui se range derrière les putschistes. Selon le colonel Mamadou Adjé du Mali, la récente situation au Mali et celle actuelle au Niger ne sont pas les mêmes dans lesquelles était intervenue la CEDEAO. Ainsi, chaque cas appelle à une évaluation intelligente qui doit aussi prendre en compte l'intérêt de la population. Selon certains analystes, les menaces d'intervention militaire ne sont qu'une méthode de dissuasion puisqu'à l'heure actuelle, la force militaire de la CEDEAO n'est que virtuelle et sa mobilisation est une autre paire de manches. Depuis un moment, la méthode forte dans le règlement des conflits et crises reçoit de moins en moins l'assentiment de tous les chefs d'État. Si le terrorisme est aussi l'une des causes des putschs, la force armée de la CEDEAO doit plutôt s'organiser contre les djihadistes qui menacent plus la quiétude des populations. Parlons toujours de la situation au Niger. Les sanctions prises par la CEDEAO contre les putschistes dont le but de les inciter à rétablir l'ordre constitutionnel dans un délai d'une semaine ne semblent vraiment pas porter ses fruits. La junte au pouvoir au Niger a désormais le soutien de 3 autres pays de la sous-région, notamment celui du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Les précisions dans ce reportage.
Alors que la pression de la communauté internationale s'intensifie pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, les militaires réunis au sein du Conseil national de la sauvegarde de la patrie CNCP pour une première fois depuis l'éviction de Mohamed Bazoum ont désormais des soutiens officiels. Le 30 juillet dernier, en réunion extraordinaire, la CEDEAO condamnait le renversement du président nigérien et prenait de lourdes sanctions contre les putschistes. Ceci allant de la fermeture des frontières jusqu'à l'exclusion du Niger des institutions financières sous-régionales, passant par la rupture de toute transaction commerciale avec le pays. Des mesures qui ne font pas l'unanimité. Pour preuve, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée y ont opposé un refus catégorique. Ces trois pays n'entendent pas appliquer les différentes résolutions prises par la CEDEAO, résolutions qu'ils qualifient d'ailleurs d'illégitimes et d'inhumaines. Mieux encore, ils comptent soutenir la junte au pouvoir au Niger contre toute éventuelle intervention militaire de la CEDEAO. Gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Par ailleurs, la France avait déclaré réagir de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants au Niger. Selon les dernières informations, une opération de rapatriement de ces derniers par voie aérienne a démarré ce mardi. Et justement, la France a entamé l'opération de rapatriement de ses ressortissants du Niger cet après-midi. Déjà 2 avions de l'armée de l'air française sur les 3 annoncés ont atterri à l'aéroport de Niamey pour l'évacuation. En plus des Français, d'autres Européens sont également concernés par l'opération. Ils sont chiffrés en tout pour 1500 personnes. Cet expatrié français se prépare à quitter le Niger dans les prochaines heures. L'évacuation est imminente. Il ne peut prendre que le strict minimum. Je suis en train de disperser mes affaires variées parce qu'on nous a demandé de prendre juste un petit sac avec le nécessaire. Il était à Niamey depuis 15 jours en tant que mécanicien formateur. Il n'a pas pu rentrer comme prévu. L'espace aérien et les frontières sont fermés depuis le coup d'État. Depuis mercredi dernier, on est coincé à l'hôtel, et on essaye d'avoir les infos comme on peut, qui ne sont pas faciles à avoir. Ce matin au Quai d'Orsay, cellule de crise autour de l'évacuation décidée ces dernières heures. Les ressortissants français, ils seraient 600 présents au Niger, sont appelés un par un. Tous ont reçu la nuit dernière un message leur indiquant la marche à suivre. Cette opération d'évacuation, qui a fait l'objet d'une coordination avec les forces nigériennes, aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court. Les autorités françaises profitent du calme précaire dans les rues de Niamey. Il y a encore 2 jours, l'ambassade de France était attaquée par des manifestants. Les auteurs du coup d'État accusent Paris de vouloir intervenir militairement pour mettre fin au putsch, ce que Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a fermement démenti. Lors de ces opérations d'évacuation, la France propose aussi de rapatrier des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays. Autre actualité ce soir au Sénégal, suite à l'audition de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ce lundi, accusé d'avoir volé un téléphone portable et d'avoir appelé à l'insurrection. Son parti, le PASTEF, a été dissous par les autorités du pays. Une stratégie planifiée pour écarter l'opposant des élections présidentielles de 2024, selon ses avocats. Le parti de l'opposant Ousmane Sonko, placé en détention depuis lundi, a été dissous par le gouvernement sénégalais. Les autorités reprochent au PASTEF d'avoir fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels. Les avocats de l'opposant candidat à la présidentielle de 2024 dénoncent une vendetta réfléchie et planifiée par le gouvernement.
On a tout simplement rassemblé beaucoup de déclarations pour le faire, mais moi j'ai là des déclarations du président Macky Sall. Il faisait des appels beaucoup plus violents. On pense que c'est une commande politique qui a été exécutée malheureusement par un juge. Et cette commande politique visait à empêcher au président Ousmane Sonko de participer aux élections de 2024. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une justice qui est presque inféodée à l'exécutif, à un régime, pas même à l'exécutif, mais à un régime qui, à chaque fois qu'il le veut, cherche des histoires à ses adversaires politiques et les envoie en prison. Et c'est malheureux pour notre démocratie sénégalaise. Dans la ville de Ziguinchor, fief de Sonko, des heurts ont éclaté lundi après-midi entre ses partisans et la police. Le ministère de l'Intérieur a fait état de 2 morts. Et puis au Nigeria, Bola Tinubu, le président nigérien, s'est prononcé ce lundi face à son peuple. Il est revenu sur les difficultés économiques causées par la suppression de la subvention sur l'essence et a promis de nouvelles réformes pour rectifier le tir. Retour sur son intervention. Dans un discours à la nation prononcé lundi, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a annoncé une série de mesures économiques visant à contenir la hausse du coût de la vie, en partie provoquée par la récente suppression de la subvention sur le carburant. La subvention nous coûte des milliers de milliards de naira par an. Une somme très importante qui aurait pu être dépensée dans les transports publics, les soins de santé, les logements scolaires et même la sécurité nationale. Mais au lieu de cela, tout cet argent a été canalisé vers les poches et les comptes bancaires d'un groupe d'individus. Ces personnes ont accumulé tellement de richesses et de pouvoir qu'ils sont devenus une menace sérieuse pour l'équité de notre économie, ainsi que l'intégrité de notre gouvernance démocratique. Le président, en poste depuis près de 2 mois, a ordonné en ce sens la création d'un fonds destiné à construire des infrastructures et soutenir le secteur agricole et les PME. J'avais promis de réformer l'économie à long terme en luttant contre les déséquilibres qui ont miné notre économie. La fin des subventions et le système de taux de change préférentiel sont des éléments clés de cette lutte. Je vous assure, mes chers compatriotes, nous sortons de l'obscurité pour entrer dans une nouvelle et glorieuse eau. La suppression de la subvention décidée le mois dernier a plus que doublé le prix de l'essence et causé la hausse du prix des denrées alimentaires. Depuis quelques mois déjà, le Kenya a été le théâtre d'une série de manifestations organisées pour dénoncer la situation économique compliquée par l'instauration de nouvelles taxes. Des mobilisations qui ont coûté la vie à au moins une trentaine de personnes. De nouvelles dispositions seraient envisageables par le gouvernement ainsi que l'opposition. Ces derniers mois, le Kenya a connu une vague de manifestations contre les taxes et le coût de la vie déjà élevé. La coalition d'opposition Azimio a confirmé la mort d'au moins 30 personnes, reprochant à la police d'avoir eu recours à une force excessive pour réprimer les manifestations. Timothée Simoa, un journaliste local, fait le lien entre la protestation et la défiance des Kenyans à l'égard de la nouvelle taxe imposée par le régime du président Ruto. Sur la question du coût de la vie dans le pays à l'heure actuelle, les 2 parties semblent être d'accord sur la question de savoir comment s'attaquer à cette situation. La loi de finances promulguée par le président a suscité de nombreuses controverses, du moins d'après les sondages d'opinion. De nombreux Kenyans y sont opposés. Le gouvernement maintient que les manifestants sont utilisés par les leaders de l'opposition pour pousser à la formation d'une coalition. Les médias n'ont pas été épargnés, les représentants du gouvernement affirmant qu'ils sympathisent avec l'opposition. Les médias réfutent ces allégations. Le président William Ruto, le gouvernement et les médias ont entretenu une sorte de relation glaciale avant même d'accéder au pouvoir. Le président et son camp ont eu le sentiment de ne pas bénéficier d'une couverture équitable de la part de l'opposition pendant la campagne et de leur entrée en fonction, ils n'ont pas hésité à dire aux médias qu'ils n'aimaient pas la façon dont ils se conduisaient, estimant qu'ils sont partiaux. Mais les propriétaires de médias estiment également que le président et son administration ont été vindicatifs dans la manière dont ils ont agi, et à certains moments, ils ont même affirmé qu'ils avaient ignoré de manière flagrante l'article 34 de la Constitution, qui donne aux médias la liberté d'opérer sans aucune forme de contrôle,
en particulier de la part de l'État. Les pourparlers sont en cours de préparation, le gouvernement et l'opposition devant se rencontrer pour mettre fin aux protestations. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo devrait diriger les négociations dans les semaines à venir, mais certains Kenyans ont exprimé des doutes à ce sujet. Et sur la question de savoir si le dialogue qui sera mené par le président nigérian à la retraite, Olusegun Obasanjo, portera ses fruits, il s'agit simplement d'attendre et de voir. Mais il est juste de mentionner que certains Kenyans sont encore sceptiques quant à la viabilité de cette idée, compte tenu du fait qu'en 2018, le président de l'époque, Uhuru Kenyatta, et le leader de l'opposition Raila Odinga se sont serrés la main et ont conclu une sorte d'accord qui n'a jamais rien donné de tangible, du moins pour les partisans. Les tensions politiques au Kenya devraient s'intensifier à l'avenir. Le gouvernement a accusé l'ancien président Uhuru Kenyatta d'avoir parrainé les manifestations de l'opposition. Uhuru Kenyatta a réfuté ces accusations. Hors du continent africain, ce mardi, la Russie affirme avoir déjoué une nouvelle attaque ukrainienne de drones contre Moscou et sa région. Selon la défense du pays, l'un des drones a été neutralisé par des moyens de guerre. Même quartier que dimanche, même immeuble. L'appareil a percuté le 21e étage de la tour, 150 mètres carrés de vitres brisées en plein cœur de Moscou. Ce n'était pas un missile, c'était un drone. Il est entré dans la tour. Il était de cette taille. Mais bon, ici, tout est en fer. Le verre peut être remplacé de toute façon. Le plus important, c'est que tout le monde est en vie et va bien. 2 autres drones ukrainiens auraient été détruits par la défense antiaérienne russe. Après la première attaque ce week-end, le Kremlin avait qualifié ces frappes d'actes de désespoir. Mais cette nouvelle incursion de drones ukrainiens en plein cœur de la capitale russe est prise au sérieux. L'aéroport de Moscou a même été temporairement fermé. Je vous l'ai déjà dit, seuls les militaires peuvent et doivent se prononcer en tant qu'experts. Oui, la menace existe, c'est évident, mais des mesures sont prises. Parmi ces représailles annoncées par Moscou, l'intensification des bombardements. Leur nombre aurait augmenté en flèche, assure le ministre russe de la Défense. Comme ici, à Kharkiv, les drones russes ont ciblé une école professionnelle. Ils visent des bâtiments civils. Il n'y avait pas de militaires sur place. Cela n'a rien à voir avec des cibles militaires. La frappe n'aurait fait qu'un blessé, mais à Kryvyi, dans le centre de l'Ukraine, 24 heures après le bombardement d'une autre école et de l'immeuble d'habitation voisin, 200 secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres. Ici, les missiles russes ont tué au moins 6 personnes et blessé 20 autres. Le bilan risque de s'alourdir. C'est sur cette actualité internationale que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.